Salut à tous, bienvenue dans le Petit Pilier ce soir pour décortiquer l'actualité rugbystique de la semaine en cours et à venir. Deux spécialistes sur ce plateau, deux spécialistes de la mêlée forcément. Nicolas Paolorsi, journaliste à RMC Sport. Salut Nicolas. Salut Nico. Spécialiste de la mêlée, oui, pas simplement. Oui, je suis un peu léger quand même, hein, pour Pilier. Avec Jérôme Prévost, lui aussi Bonsoir. spécialiste du jeu un petit peu à l'ancienne, du jeu d'avant, de la mêlée, journaliste au Midi Olympique. Bonsoir messieurs, Bonsoir. merci d'être avec nous. On ne perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de thèmes à évoquer ce soir avec vous. Il y a tout d'abord l'équipe de France, bien évidemment, sans filet avant les deux matchs de la semaine face aux États-Unis et au Tonga. Nous évoquerons également la lutte pour le poste de demi-ouverture entre Camille Lopez, l'enfant de Moléon, face à Romain Ntama, qui sera aussi question des arbitres. On va ouvrir le débat. Les arbitres de cette Coupe du Monde sont-ils ou non nuls? Et on parlera de Top 14 et de Pro D2. Top 14 avec l'UBB et Pau, battu et auteur de match nul ce week-end. Vont-ils revenir sur terre? Et puis bien sûr, la Pro D2 avec Mont-de-Marsan, avant-dernier de cette Pro D2. Mont-de-Marsan marche-t-il ou non sur le chemin de Dax vers la Fédérale 1? Tout d'abord, équipe de France. Messieurs, France-États-Unis. Après-demain, la France, tranquille, 12 changements, tranquille contre ou pas, contre les États-Unis? Jérôme avait pronostiqué la victoire des Bleus contre l'Argentine de 2 points. Hein. Je tiens à le dire quand même, c'est important de le préciser. Non, mais je pense que, et on le disait avant le début de la Coupe du Monde, je pense que cette équipe, ce groupe, comparé à ses prédécesseurs, ne fera pas les mêmes erreurs que les équipes de France qui étaient supérieures, qui se sentaient supérieures face à ce genre d'adversaire. Donc je pense que la concentration va être maximale. En plus, il y a 12 changements de joueurs, donc les remplaçants ont une vraie belle carte à jouer, que ce soit pour gagner une place contre les Tonga, qui va être mine de rien un match important, mais également plus tard avec l'Angleterre et un potentiel quart de finale. Donc les remplaçants... Et vous y êtes déjà en quart? Oh, moi j'y suis, ça y est, on a battu les Argentins, j'y suis moi. Moi j'y crois. Non, mais franchement, je pense qu'ils vont faire le job, comme on dit, et je pense qu'ils vont être sérieux. Alors après, ce qu'on va attendre des Bleus, c'est qu'ils fassent vraiment un match dans la régularité, qui tienne 80 minutes, parce que ça, ils ne l'ont pas encore fait. Ah, les supporters qu'on voit, des tweets bien évidemment de supporters qui sont derrière cette équipe de France. Jérôme Prévost, est-ce que c'est pas tellement français ou si français de faire un bon match contre l'Argentine et de perdre lamentablement contre les États-Unis? Je pense que les États-Unis, c'est la deuxième division mondiale. Comme la France? Non, la France est un cran au-dessus, a plus de talent. Je pense que la France peut gagner avec un score 38-12, du style 38-12. Alors là, on s'arrête un peu parce qu'on va enregistrer le score. Je vais le noter, je sais pas si j'ai un stylo. On va noter le score des Jérôme Prévost qui avait pronostiqué 2 points d'avance toujours pour la France. 38-12 pour la France contre les États-Unis. Oui, j'ai regardé le match Angleterre-États-Unis et les États-Unis n'ont pas le talent et la force collective d'une équipe qui peut jouer la qualification. Donc je pense qu'ils vont baisser la qualification, non, mais est-ce qu'ils vont pas rivaliser avec les Français quand même? Il va falloir que les Français prennent le bonus offensif. Donc, ça veut dire marquer 4 essais. Donc, ça va falloir le faire quand même. Hein. Maintenant, c'est vrai que Jérôme a raison. Les États-Unis, en plus, ils se sont coltinés un premier match contre les Anglais. Donc physiquement, ça va être compliqué d'enchaîner. Ils ont moins de temps de récupération que nous. Ça fait quand même beaucoup de choses qui sont en faveur des Français. Alors pas de typhon, a priori, pas de match annulé, comme ça aurait pu être le cas avec un règlement incroyable, on ne va pas en parler, parce que ça ne sera pas le cas, il y aurait eu match nul, 2 points pour chaque équipe, la France aurait été un petit peu dans la panade. Les États-Unis donc, ok, ça va passer, contre les Tonga le week-end prochain aussi. Oui, alors, les Tonga qui avaient découpé les jeunes Français à Bordeaux ici, non, quand même, dans les côtes. Alors moi j'ai vu 2 fois les Tonga, c'est une équipe d'une lenteur tout simplement consternante. Ils sont costauds, ils sont rudes, mais ils sont très très lents. Je n'ai pas trouvé de talent particulier dans l'utilisation du ballon. Je pense que c'est des fausses terreurs. J'ai très peur de cette équipe, parce que c'est l'équipe qui nous avait tapé en 2011, il faut quand même le dire. Hein. Bon, alors ça a été le match qui avait tout déclenché et qui avait fait que derrière, on était allé avec nos ressources mentales chercher une finale extraordinaire en Nouvelle-Zélande. Mais moi, c'est une équipe imprévisible, comme on peut le voir avec le Fidji et avec les Fidji depuis le début de la Coupe du Monde, comme on peut le voir avec les Samoa. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces nations des îles. Donc sur un match face à la France, en plus, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans notre championnat, c'est toujours une sensation particulière pour eux. Moi, je me méfie beaucoup des Tonga. Avant de s'attarder sur la concurrence au poste de demi-ouverture entre Romain Ntama et Camille Lopez, un mot quand même de Baptiste Serin. Tricard ou pas en équipe de France? Alors, visiblement, il serait numéro 3, d'après ce qu'on voit. Je trouve ça très dur à accepter. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime son intelligence de jeu, sa qualité, son intelligence tout court. Je suis très surpris de ce qui lui arrive. Comment il fait, d'après vous, pour gérer ça? C'est le grand perdant, clairement, de ce début de Coupe du Monde, parce qu'il avait débuté la prépa et tous les matchs de prépa avec le statut de numéro 2. Ça doit être très compliqué. Maintenant, Baptiste Serin, on le connaît bien ici à Bordeaux. C'est un joueur qui a un état d'esprit remarquable. C'est un vrai joueur de groupe qui a été un véritable leader. Donc, il sait qu'il ne peut pas mettre le feu à cette équipe de France. Et d'ailleurs, il l'a dit dans quelques interviews. C'est quand même dur, quand même. Ah, mais ça doit être horrible. Ça doit être horrible pour lui. Ça doit être horrible. Maintenant, la Coupe du Monde n'est pas terminée. Ils sont 3 sur un poste où, en général, on tourne à 2. Donc, il savait dès le début de la Coupe du Monde qu'il en allait
en avoir un qui allait être écarté. Il reste encore beaucoup de matchs. La Coupe du Monde, c'est très long. Si on va jusqu'en phase finale, il a encore ses cartes à jouer, Baptiste. Mais c'est vrai que ça doit être dur mentalement. Alors, ce qui est dur aussi, c'est que Maxime Machenaud est un demi-mêlée buteur comme lui. Donc ça lui a enlevé un avantage qu'il avait parfois sur certains de ses concurrents. Donc c'est vrai que c'est une déception. Après, Maxime Machenaud, c'est quelqu'un de la région, c'est quelqu'un qui est formé au Stade Bordelais. Oui, qui est un bon joueur. Il ne faut pas l'oublier, que c'est un très bon joueur. Avec plus d'expérience. Avec plus d'expérience, plus de maturité peut-être aussi dans le jeu. Et ça va compter Ça aussi doit contre compter, les États-Unis. On parlait du poste de demi-mêlée, celui de l'ouverture maintenant. C'est le deuxième thème de cette émission, de ce petit pilier, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est un vrai choix stratégique. Romain Ntamak ou Camille Lopez, deux jeux différents. Alors on va le voir en image, ils sont forcément copains, ils s'entendent bien, des accolades. Mais là, ça sera Camille Lopez mercredi. Romain Ntamak au premier match. Deux jeux différents, deux styles différents par rapport au jeu que veulent donner les sélectionneurs, parce qu'ils sont plusieurs, à l'équipe de France ou pas? Non, moi je crois que c'est une question de talent pur. Je pense que Jacques Brunel a une confiance dans le potentiel extraordinaire, je pèse mes mots, de Romain Ntamak. Qui n'est pas titulaire à Toulouse, rappelons-le, qui est non. troisième ouvreur. Et qui joue pas 10 et qui est troisième ouvreur à On l'a Toulouse. vu, c'est vrai, mais je pense qu'il considère qu'un tel potentiel doit être mis en valeur, protégé, et moi je crois que c'est le numéro 1. Et moi je pense qu'il le mérite, c'est un joueur. Il a été à la hauteur contre l'Argentine? J'ai trouvé quand même qu'il fait une très bonne première mi-temps. Et puis, moi, je pense que rien ne remplace le talent. Et son talent est extraordinaire. Oui, mais c'est Camille Lopez qui rentre à la fin et qui assure la victoire. Le talent, il est indéniable d'Ntamak. Et on sait que ce sera, avec sûrement Mathieu Jalibert, s'il est épargné par les pépins, ça sera le duo de demi-ouverture de la France en 2023. C'est un énorme potentiel. Maintenant, moi, je pense qu'en termes de qualité pure, Camille Lopez est supérieur parce qu'il a plus d'expérience et qu'à ce poste-là, il en faut. C'est un poste où il faut du leadership, où il faut du cran sur les gros matchs. Mine de rien, même si Romain Ntamak a été très bon contre l'Argentine, la pénalité qui peut nous offrir la gagne dans les 5 dernières minutes, il la loupe alors qu'il était à 100% au pied. La pression Sûrement la pression quand on a 20 ans. Alors il est champion du monde des moins de 20. Mais là, c'est un autre niveau. Bon, voilà, c'est un autre niveau. À Toulouse, les phases finales, quand Toulouse est champion de France la saison passée, il joue 12. Donc il est délesté de cette pression du numéro 10 dans le dos. Moi, franchement, sur les gros matchs, Camille Lopez, il m'apporte plus de sécurité. Maintenant, je ne suis pas le staff des Bleus. Non, pas encore. Mais Camille Lopez qui met le drop quand même décisif. Qui met le drop. Et alors il a moi, du sang-froid, Camille Lopez. Quand même. Mais il est très bon. Et moi, j'aime bien son histoire, car ce serait un joueur qui pourrait faire les phases finales de Coupe du Monde sans être passé par un centre de formation, avec un parcours... Vous aimez ça. Oui, j'aime ça, moi. Autodidacte même dans le rugby. Ah oui, j'aime ça. C'est formidable. Mais après, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Romain Ntamak a une classe folle. Toujours? Vous n'avez pas changé d'avis, Nicolas? Non, moi je reste sur... Non, alors après, on a deux 10 très différents déjà. La fougue de Ntamak. Complémentaire peut-être aussi en fonction du match. Complémentaire, exactement. S'il faut visser, verrouiller un résultat, s'il faut mettre de la folie, voilà. C'est deux profils très différents. En fonction des 3 numéros 9 qu'on a à disposition, on peut vraiment changer le plan de jeu. Donc ça va être au staff un petit peu en fonction de l'adversaire qu'on va jouer, de choisir ces différentes armes qu'ils ont à leur disposition, quoi. Alors, troisième mêlée du soir. Celle-là, elle va être sévère. En mêlée, l'arbitrage. Vaste débat depuis le début de la Coupe du Monde, la World Rugby est montée au créneau. On a le droit de critiquer les arbitres. La fédération internationale pour dire ça ne va pas, il y a des problèmes sur les plaquages dangereux. Les Français, notamment le Béarnais, Jérôme Garcès a été un petit peu dans la ligne de mire lors des premiers matchs. Est-ce que l'arbitrage est nul dans cette Coupe du Monde, messieurs? Mais non, ce qu'il faut regarder, c'est... Oui ou non? Non, il n'est pas nul. Non, ce qu'il faut regarder, c'est les recommandations de World Rugby, qui est terrorisé par les plaquages hauts. Après, il faut le dire, l'idée d'une éventuelle blessure grave. Oui, notre sport est devenu un sport effrayant. Pourquoi le cacher? Il y a des collisions très dures et les autorités ont très très peur d'une très grave blessure en direct à la télévision. Et moi, je voudrais un peu défendre les arbitres. On leur demande tellement de choses là. Ils ont la vidéo, quoi. C'est bon quand même au rugby. Ils ont la vidéo, ils sont tranquilles avec la vidéo. Oui, alors le téléspectateur l'est un peu moins. Non, mais les arbitres, ils sont pas nuls, mais ils sont pas très bons. Il faut quand même être objectif depuis le début de la Coupe du Monde. Maintenant, là où je rejoins Jérôme, c'est que le rugby pro, qui plus est sur une Coupe du Monde, ça va plus vite. Ça tape de plus en plus fort, il faut avoir les yeux partout. Il y a des règles qui sont ajoutées chaque début de saison, des petites règles, des petits ajustements. Métier, quand même. Oui, c'est leur métier, mais ils sont tout seuls. Et là, ils ont été préparés pour la Coupe du Monde. Il faut que les assistants C'est censé être l'élite. Mais il faut que les arbitres assistants prennent plus de responsabilités. Est-ce qu'il ne faut pas mettre, moi je ne sais pas, au handball, sur un tout petit terrain, on a 2 arbitres. Est-ce qu'il ne faut pas mettre 2 arbitres pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe que des zones de ruck, l'autre qui regarde les positions de hors-jeu? Je ne sais pas. Ça fait parler, parler, Nicolas, sur Twitter notamment, parce qu'on va regarder un tweet d'un spectateur qui a bien aimé le match de Jérôme Garcès après
All Black Afrique du Sud. Il a été très critiqué en Afrique du Sud. Et en fait, après analyse, tu vois, on dit que le match, finalement, il a été bon. Le Béarnais. C'est bien lui qui avait expulsé le deuxième ligne Barrett. Oui. All Black, déjà. Il était un peu dans la ligne de mire des deux pays. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de craquer un peu dans le monde du rugby? Parce qu'on disait c'est les footeux, c'est le ballon rond, qui critiquait les arbitres. Oui, mais là, plus ça va, plus ça critique l'arbitre. Alors, il faut dire une chose, le rugby est, je pense, le sport collectif où l'arbitre a le plus d'influence sur l'évolution du score. Il n'y a pas un autre sport où sur une petite faute, vous encaissez 3 points. Basket peut-être, à la rigueur. Alors, je connais moins le basket. Sur des passages en force, il y a des phases de jeu au rugby où c'est très subjectif. En fonction d'un arbitre à l'autre, on ne va pas siffler la même chose. Il y a des arbitres qui sont pro-mêlée, qui aiment cette phase de jeu. Il y en a d'autres qui détestent la mêlée, on le sait, surtout les arbitres de l'hémisphère sud. Donc voilà, là, les Sud-Africains, ils ont reproché notamment à M. Garcès d'avoir été clément avec les Blacks en mêlée, ce qui est plutôt vrai parce que quand on voit le match, c'est vrai que les Sudaf, ils ont enfoncé les Blacks en mêlée et que la première pénalité, je crois qu'elle tombe à la 78e en mêlée pour les Sud-Africains. Donc sur cette phase de jeu, oui. Après, il faut juger la performance dans sa globalité. Le match était plutôt d'une bonne tenue. Oui. Donc, et je voulais revenir, M. Garcès qui expulse le deuxième ligne Barrett, il a été critiqué en Nouvelle-Zélande, mais beaucoup de médecins de club, j'ai parlé avec le médecin de la Ligue, a dit qu'il a été d'un courage extraordinaire, car il a appliqué les recommandations de World Rugby dans le souci de santé des joueurs. C'est peut-être deux mondes qui s'affrontent à ce niveau-là. Ouais. L'arbitrage est terminé. On va passer au top 14, messieurs. Retour en France, après, parce qu'évidemment, l'avantage du rugby, la particularité de ce sport magnifique, c'est qu'on continue à avoir des compétitions domestiques et nationales pendant la Coupe du Monde. UBB, Pau. On ne dira rien pour La Rochelle, pour ne pas les embêter. La Rochelle battue à Bayonne après avoir mené la moitié du match à 15 contre 14. Parlons de l'UBB, Pau. Est-ce que c'est un petit retour sur terre ou pas, après leur début de saison, le fait qu'ils aient été accrochés pour l'UBB à Montpellier? On va parler de Pau après d'abord, mais d'abord l'UBB. Avec le classement de ce top 14, où on voit que l'UBB reste deuxième. Pau, troisième. Est-ce que l'UBB, c'est un petit coup d'arrêt ou pas du tout? Une très belle performance. Un retour sur terre, allons-y. Mais non, mais c'est un truc extraordinaire, ce qu'ils ont fait. Ramener le match nul de Montpellier, cette équipe qui a un tel budget, un tel effectif. L'UBB deuxième, la section troisième, Bayonne derrière. C'est extraordinaire. Non, Bordeaux a fait une performance magnifique à l'extérieur. Et puis Bordeaux, Christophe Furios l'avait dit, il y a deux déplacements. Il y avait le déplacement à Montpellier et celui à Lyon qui est invaincu, la seule équipe du coup invaincue dans ce top 14 encore. Ça va être l'occasion de jauger un petit peu le caractère de ces joueurs. Ils n'ont pas fait un grand match. Hier, ils n'ont pas fait un grand match du tout. Par contre, au caractère, ils sont allés chercher ce match nul. Et ça prouve que cette équipe, en termes de solidité et mentalement, elle est en train de franchir un cap pour moi. Puis vous avez vu Ducoing quand même sur l'essai, la percée qu'il fait, la classe de ce joueur. Non, moi je crois que Bordeaux est parti pour être dans le top 6. Vous êtes gentil aujourd'hui. Ah mais toujours, c'est une seconde nature. Vous êtes optimiste surtout l'équipe de France, sur l'Argentine, on était gentils, ils ont gagné. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Mathieu Jalibert au poignet, 2 mois d'arrêt. Il était en pleine bourre, Mathieu Jalibert. Ça, c'est un petit souci ou l'effectif est suffisamment fourni? Je trouve pas les mots, je suis consterné. Non, mais gros souci, surtout c'est Jérôme, il n'est pas dans la mesure, demi-mesure, non. Jérôme consterné. Surtout qu'il sortait de blessures au genou. Bon, là, c'est l'avant-bras, mais surtout dans le système de jeu de l'UBB et du Rios, il avait une place prépondérante. C'était le meilleur réalisateur avant cette journée et le meilleur marqueur d'essai, Mathieu Jalibert. Donc, je pense qu'on a tout dit. Il y a Ben Botica qui est un super joueur. Mais derrière, c'est Lucas Méric qu'on n'a pas trop vu depuis 1 an et demi. Voilà, il va falloir trouver une solution à ce deuxième poste de numéro 10. Et il va y avoir un sacré match samedi. Lyon, UBB, Lyon leader invaincu qui confirme. Lyon était en demi-finale cette dernière saison face à l'UBB. Ça va être un match, pas test, parce qu'il faut arrêter de dire qu'à chaque fois c'est un match test. Mais l'UBB, en quoi jouer à Lyon? Non, Lyon sera favori, clairement. Là, cette équipe a roulé sur le Racing. Là. Ils ont massacré, mais ça fait 3 années d'or qu'ils gagnent chez eux. Donc, Non, c'est une équipe, c'est une véritable légion qui marche vers les phases finales et les Bordelais auront fort à faire. Oui, on ne va pas se le cacher. Il ne faudra pas exploser. Je pense qu'à Lyon, il ne faut pas exploser. Voilà. On peut perdre le match, mais il faut que dans le contenu, les Bordelais soient costauds, qu'ils restent sur leur dynamique. Après, ils ne gagnent pas, ils ne prennent pas de points. Ils ont fait le job à Montpellier de toute manière. Sur ces 2 matchs à l'extérieur, ils sont allés chercher des points, c'est ce qu'il fallait. Oui, puis c'est ce qui est réagi un petit peu sur Twitter. L'UBB, match globalement un petit peu brouillon à Montpellier, mais bon, score match nul, 17 partout, c'est très bien. La section paloise, elle, a été battue de justesse. À Toulouse, un point. Je ne sais plus, c'est 23-22 ou 24-23, ça m'échappe un petit peu. Là aussi, c'est confirmation, il n'y a pas de retour sur terre pour la section paloise qui a été battue. Au contraire, on est un peu provocateur quand on dit retour sur terre, mais le fait de perdre à Toulouse comme ça, avec un Toulouse largement diminué, c'est une bonne chose. Bonne performance, on va dire. On a tout le monde, y compris les supporters toulousains, se disait qu'avec 5 minutes de plus, la section aurait pu l'emporter. Ils ont fait des mouvements de 3 quarts magnifiques. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles où c'est joué le match.
Nicolas Godignon dit c'est sur une décision de l'arbitre. Ah, on y revient. Sur un ruck. Ils sont nuls en top 14 aussi ou Non, quoi non, mais il dit les meilleurs sont à la Coupe du Monde. Il dit pas qu'elle est injuste. Il est factuel. Il dit qu'en pénalité pour Toulouse face au poteau palois sur un ruck palois, ok. Moi, je pense que c'est l'exploit de Lebel en début de match qui dépose un défenseur palois sur sa rapidité pure. C'est ça qui fait basculer le match. Sinon, les trois quarts palois, avec Alexandre Dumoulin, avec Septard, ont fait un très très gros joli match. Non, et puis Nicolas, la section top 6 Non, mais- enfin ou pas au printemps? Je ne mettrai pas une pièce, je ne mets pas mon porte-monnaie sur le top 6 de la section, mais par contre pour les supporters, c'est assez extraordinaire. Ça faisait 2-3 ans que Bernard Ponnot disait allez, on veut faire quelque chose, on va aller chercher ce top 6. Là finalement cet été, ils ne réduisent pas la voilure, mais bon quand même, la section était plus citée parmi les équipes qui allaient jouer le maintien ou le ventre mou du championnat. Défaite encourageante, même sur les réseaux sociaux, oui, sur Twitter. bien ça a sûr, été l'analyse défaite générale. encourageante. Défaite encourageante, beau visage de la section. Malgré un Toulouse qu'on s'est un petit peu décimé avec les absences, les blessures, les internationaux et tout ça, aller chercher une défaite comme ça, c'est très encourageant. Avec ces deux charges d'Amadache en fin de match, là, non, c'était dantesque, là, c'était magnifique. Petit bémol, la touche. La touche, ils n'ont pas pu lancer leur jeu. L'expert. Ouais, il le disait. Jérôme, vous avez raison. Il a insisté là-dessus, Jérôme, vous avez raison. Ils ont connu quelques balbutiements en touche qui les a peut-être privés aussi de la victoire. On va terminer maintenant, parler de Pro D2, parce qu'on a balayé top 14, on a parlé du bébé, la section très rapide de La Rochelle. On a vu La Rochelle, qui a perdu à Bayonne, on le répète, après avoir mené à 15 contre 14. La Pro D2, Mont-de-Marsan. Que se passe-t-il à Mont-de-Marsan? Alors, vous allez me dire, ils ont battu Grenoble jeudi, tout va bien, il n'y a pas de souci, je crois qu'ils vont à la Biarritz cette semaine. Ouais. Avant-dernier de Pro D2, Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dax? C'est la même chose que Dax. Allez, arrêtez. Est-ce que Mont-de-Marsan marche dans les traces de Dax relégué en Fédéral 1 il y a une saison et demie? Écoutez, on n'en est pas là. Mont-de-Marsan n'a perdu qu'un match à domicile. C'était certes une défaite cinglante face à Aix-en-Provence, mais là, contre Grenoble, on a vu une fin de match extraordinaire. Alors, c'est le départ de l'entraîneur qu'il fallait digérer ou pas? Peut-être, sans doute, une nouvelle structure, enfin j'aime pas trop ce mot, mais un nouvel ordonnancement dans le staff technique là, qui est en train de trouver ses marques, et une fin de match extraordinaire avec le joueur fidjien là, qui est entré en jeu, qui a été magnifique. On va dire que les Grenoblois... Vous avez oublié son nom, c'est ça? Oui, ouais. J'ai peur d'écorcher son nom. Ouais, vous avez raison. Il faut être respectueux, de ne pas écorcher les noms. Je me suis demandé si les Grenoblois ne faisaient pas du air-plaquage. Mais on a vu des actions à la fin magnifiques. Mais enfin, Mont-de-Marsan était mené de 12 points. Alors, je me pose des questions quand même. Il y a eu le départ de Christophe Lossuc qui a fait beaucoup de mal, surtout que Christophe Lossuc, il est parti à Agen avec pas mal de joueurs, pas mal de tauliers également. Donc, et puis il avait construit quelque chose. Exactement, même si David Oradou est toujours là, bon, c'est compliqué. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est la densité de cette Pro D2 qui est en train vraiment de devenir un championnat très très compétitif, avec de plus en plus de clubs à l'image de Rouen qui montent, qui sont vraiment soutenus par la région, par la métropole. Et avec Soyo Angoulême en tête. Voilà, mais ce sont des villes, qui ont du budget par rapport à des Angoulême, il n'a pas plus de budget. Soyo Angoulême a plus de budget que Mont-de-Marsan. Si? Non. Pas possible. Je ne connais pas les chiffres. Soyo Angoulême est en tête de Pro D2 aujourd'hui. 19 points, début de saison quasi parfait. S'il y a du public, il y a un joli stade que j'aime bien. Il y a un grand écart quand même entre les deux. Est-ce que sur la durée, Soyo Angoulême va se maintenir à ce niveau? On le verra, mais pour des villes comme Mont-de-Marsan, c'est compliqué. Vous n'êtes pas inquiet pour Mont-de-Marsan en Pro D2? On l'a vu avec Albi, on l'a vu avec Bourgoin. Je pense qu'ils vont se maintenir. Là. Moi aussi. Je pense qu'ils vont se maintenir. J'ai l'impression que Valence-Roman, pardon si des supporters nous regardent, est déjà un peu décroché. Ensuite, je pense que Mont-de-Marsan va faire le boulot pour éviter la zone dangereuse. Un petit match à Biarritz, je crois, ils jouent à Biarritz, Mont-de-Marsan, ils sont capables de faire un coup à Biarritz, après avoir battu Grenoble, comme ils ont battu Grenoble, en revenant comme ça dans le match, alors qu'ils étaient malmenés pendant quasiment une heure. Ils sont capables d'aller faire un coup à l'extérieur ou pas? Non, parce que Biarritz, c'est pas terrible non plus cette année. Biarritz est favori, là, on va pas se mentir. Biarritz est favori. Ils sont très solides. Biarritz favori à domicile face à Mont-de-Marsan? Oui, je pense. Donc on reparlera encore dans quelques semaines des problèmes de Mont-de-Marsan en Pro D2 ou pas? Non, c'est quand même un fief du rugby, c'est quand même un titre de champion de France, c'est quand même des du manoir. Donc pas de Dax? J'ai rien contre Dax, Dax est descendu en Fédéral 1. Il faut tout faire pour les ramener en Pro D2. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Ce qui est sûr, c'est que si Mont-de-Marsan descend, ce sera très très dur après de raccrocher le wagon du professionnalisme. Les Landes ne méritent pas ça, et le rugby de haut niveau français ne mérite pas un département comme les Landes sans équipe. Non, c'est pas possible. Ça sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir balayé l'actualité rugbystique. Alors l'actualité de la Coupe du Monde, on a vu l'actualité du top 14 de la Pro D2. Jérôme Prévost, Nicolas Paolorsi, merci beaucoup. On va rentrer au vestiaire juste après pour jouer au ballon si vous voulez. On se retrouve lundi prochain à même endroit, à même heure et ça sera à ma place, ça sera Pascal Zudas. Merci, belle soirée sur Noah.